On se pose assez rarement dans les cours de physique la question de savoir si pour résoudre tel ou tel problème, on doit utiliser tel ou tel cadre théorique. Par exemple, quand on fait un exercice de mécanique, voilà, on sait qu'on se place dans la mécanique, en électromagnétisme, on utilise les équations de Maxwell. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question quand est-ce qu'un problème concret doit faire appel à la physique quantique, à la mécanique quantique, ou quand est-ce qu'il peut être traité par la mécanique classique. On sait que les théories physiques, plutôt que de se contredire les unes les autres, quoique parfois c'est un peu le cas, mais fonctionnent plutôt comme des poupées russes. C'est-à-dire que la mécanique classique finalement est englobée plus généralement par la mécanique quantique. Et on va voir justement dans quel cadre aujourd'hui on va donner deux critères pour savoir si un problème doit faire appel à la mécanique quantique, si on doit faire appel à la mécanique quantique pour le résoudre ou si on peut rester dans un cadre classique. On va donner un critère sur la longueur d'onde de De Broglie et on va donner un critère sur ce qu'on appelle une action caractéristique d'un problème. Donc j'aime bien dire à mes étudiants finalement que la mécanique quantique est à la mécanique classique ce que l'optique ondulatoire est à l'optique géométrique. Essayons de regarder un petit peu cette analogie. Quand est-ce qu'on a besoin, pour traiter les rayons lumineux ou les ondes lumineuses justement, de se placer dans le cadre de la mécanique ondulatoire ou dans le cadre de l'optique géométrique? Si on prend la diffraction d'un faisceau lumineux par une pupille de diamètre d, on sait que l'angle caractéristique de la diffraction, c'est lambda sur d. Et donc on voit directement sur cet exemple-là que l'optique géométrique, c'est-à-dire le fait de considérer que les rayons vont continuer en ligne droite, comme des rayons lumineux, donc qui se propagent en ligne droite dans un milieu d'indice uniforme. Donc c'est quand θ est très petit devant 1, quand la diffraction peut être négligée, on sait qu'elle existe toujours, mais on peut la négliger donc quand la longueur d'onde est très petite devant la taille du trou. Donc finalement, on peut dire que le cadre de l'optique géométrique, c'est quand la lumière rencontre des obstacles, des trous, des lentilles, des pupilles diffractantes dont la taille est très grande devant la longueur d'onde. Au contraire, cet angle θ ne sera pas négligeable quand la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique est de l'ordre de grandeur du diamètre de ce trou, ou plus généralement de toute longueur caractéristique rencontrée par la lumière. C'est exactement le même type de raisonnement que l'on peut faire en transposant ça pour ce qu'on appelle les ondes de matière, c'est-à-dire que De Broglie a énoncé donc cette relation qui caractérise la dualité onde-corpuscule. À toute particule, on peut associer une quantité de mouvement, donc ça c'est le côté corpusculaire, particulaire, mais on peut associer aussi une longueur d'onde, donc une longueur d'onde de De Broglie, et donc c'est comme ça qu'on réussit à faire de la diffraction d'ondes de matière, des interférences d'ondes de matière. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand la longueur d'onde de De Broglie est très petite devant les longueurs caractéristiques d'un problème, ça va être généralement le cas pour des problèmes macroscopiques, eh bien, on ne voit pas le caractère ondulatoire de la matière du problème. Si au contraire, la longueur d'onde de De Broglie est de l'ordre de grandeur de la longueur caractéristique du problème, alors il faudra faire appel à la mécanique quantique. C'est le premier critère basé donc sur la longueur d'onde de De Broglie, et il y a une analogie assez frappante entre ça et donc ce qu'on vient de voir pour l'optique géométrique, l'optique ondulatoire. Alors j'ai donné là deux exemples, donc à l'échelle macroscopique, un homme de 70 kg qui marche à la vitesse de 1 mètre par seconde, donc on peut facilement calculer sa longueur d'onde de De Broglie et constater que ça va être difficile de le faire diffracter par une fente ou de réaliser des interférences avec des êtres humains. Ça fait 10 puissance moins 35 mètres, donc évidemment, c'est pour ça qu'à l'échelle macroscopique, on n'a pas l'intuition de ce comportement quantique, qu'on ne le voit pas. Et puis on va prendre un deuxième exemple, qui lui va devoir être régi par la mécanique quantique, c'est le cas de l'électron dans un métal. On sait que dans le modèle de Drude, que classiquement donc on traite un peu comme un gaz d'électrons libres dans le métal, eh bien en réalité on va voir qu'il faudrait la mécanique quantique pour traiter le comportement d'un électron dans un métal. Donc si on prend son énergie cinétique de l'ordre de l'électronvolt, 1,610 puissance moins 19 joules, donc cette énergie c'est P carré sur 2m, on en déduit la quantité de mouvement et on reporte ça dans la relation de De Broglie pour calculer la longueur d'onde de De Broglie. On trouve 10 angstroms,
Donc un angstrom c'est 10 moins 10 mètres, donc ça fait 1 nanomètre environ, 10 moins 9 mètres. Et c'est tout à fait comparable à la distance interatomique dans un cristal métallique, comme par exemple un cristal de cuivre. Donc, ça veut dire que, eh bien, il faudra forcément faire appel à la mécanique quantique pour traiter le comportement des électrons dans un métal. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur cette analogie, on peut expliquer avec la relation d'incertitude d'Heisenberg pourquoi l'angle caractéristique, si on parle d'onde de matière arrivant sur une pupille de diamètre d, grâce à la relation d'incertitude d'Heisenberg, l'inégalité spatiale d'Heisenberg, donc delta x, delta k plus grand que 1,5, hein, avec P égale h bar k, donc voilà pourquoi il n'y a plus le h bar. On peut essayer d'expliquer pourquoi l'angle typique de cette diffraction, c'est lambda sur d. L'incertitude sur la position de la particule qui traverse la fente ou le trou de diamètre d, c'est d. Et donc, on peut se poser la question sur x, donc quelle va être delta kx, la composante du vecteur d'onde sur x due à la diffraction, donc cette incertitude, cette indétermination plus précisément sur x du vecteur d'onde qui est l'image de la diffraction, donc d delta kx donc sera de l'ordre de l'unité, et donc on aura delta kx de l'ordre de 1 sur d, et delta kx, donc si on suppose que le vecteur d'onde k, donc qui a cette direction-là, est de norme 2pi sur lambda, un vecteur u, donc qui est incliné d'un angle θ par rapport à la direction incidente. Donc on voit que delta kx, cette composante sur x, ça fait k sinus θ. On va supposer que l'angle k est petit, donc ça fait environ 2pi sur lambda fois θ. Et donc on retrouve au facteur 2pi près que θ est de l'ordre de lambda sur d. Donc on voit que finalement, la relation d'incertitude d'Heisenberg nous redonne, dans le cas des ondes de matière, la valeur de la divergence angulaire, de la diffraction caractéristique du faisceau de cette onde de matière. Donc voilà, ça c'est un beau résultat également. Donc là maintenant on va donner un deuxième critère pour savoir si on doit utiliser la mécanique quantique ou pas dans un problème. C'est un critère sur ce qu'on appelle le calcul d'une action caractéristique du problème. Donc la deuxième façon pour savoir si on doit utiliser la mécanique quantique ou la mécanique classique, c'est de calculer ce qu'on appelle une action caractéristique d'un problème physique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une action? On va voir que c'est une grandeur homogène à la constante fondamentale de la mécanique quantique, qui est la constante de Planck, qui est toute petite, donc il vaut 6,63 10-34 joules seconde. H, c'est ce qu'on peut appeler un quantum d'action. Donc ça intervient par exemple au travers de h bar c'est h sur 2pi. Dans les deux relations d'incertitude de Heisenberg, donc on ne peut pas définir la position et l'impulsion, la quantité de mouvement d'une particule sur un axe à mieux que le produit donc supérieur ou égal à h bar sur 2. On ne peut pas non plus définir l'énergie d'un système quantique à mieux que delta E près pendant une durée tau telle que delta E fois tau supérieur ou égal à h bar sur 2. Donc déjà là, d'un point de vue dimensionnel, on s'aperçoit que H, en fait, est homogène à la fois au produit d'une énergie par un temps, mais aussi d'une longueur par une quantité de mouvement. On peut faire une petite analyse dimensionnelle. Donc, une quantité de mouvement, c'est une masse multipliée par une vitesse, et donc multipliée par une longueur, ça fait ml carré t-1. Et donc, effectivement, l'énergie également est homogène donc à cette action donc, qui est homogène à une longueur par une quantité de mouvement. Alors il y a une troisième manière un petit peu moins intuitive d'obtenir une action caractéristique d'un problème. Donc déjà d'un point de vue dimensionnel, ce sera la racine d'une énergie par une masse par une longueur au carré. Donc ça veut dire que quand on a un problème particulier qui se pose, un problème de physique, on peut toujours calculer une grandeur homogène à une action par l'une de ces trois formules. Alors il y a des formules plus intuitives que les autres. Parfois on préférera utiliser longueur fois quantité de mouvement, parfois énergie fois temps, ou parfois racine de l'énergie par la masse par la longueur au carré. Et à partir de là,
on peut se poser la question, est-ce que j'ai besoin de la mécanique quantique pour traiter ce problème ou pas? Alors, on va faire un exemple tout de suite. Prenons la chute libre d'un corps de masse m, d'une hauteur h. Est-ce qu'on a besoin de la mécanique quantique pour traiter ça? Alors, on peut prendre comme temps caractéristique quelque chose de l'ordre du temps de chute. Donc, fabriquer un temps de chute, ça va être racine de h sur g, quelque chose de l'ordre de grandeur de h sur g. Un g, c'est homogène à une accélération, donc en mètres seconde moins 2, h la hauteur en mètres, donc on voit bien que c'est homogène à un temps. L'énergie, on voit que l'énergie potentielle initiale, c'est mgh, donc c'est l'énergie potentielle qui va se convertir en énergie cinétique quand l'objet arrive au sol, donc c'est l'énergie caractéristique du problème. Alors déjà, est-ce qu'on peut regarder ici, on peut peut-être utiliser même les 3 critères. Peut-être on pourrait donner aussi la vitesse de chute, la vitesse au niveau du sol, racine de 2gh. On l'obtient simplement en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Donc, alors regardons un petit peu. Pour fabriquer cette action caractéristique, on va multiplier une longueur caractéristique du problème par la quantité de mouvement, donc h fois m fois la vitesse. Si on veut utiliser la deuxième formule, énergie par le temps, on pourrait donc multiplier l'énergie potentielle initiale par le temps de chute, racine de h sur g. Si on utilise la troisième méthode, je te laisse vérifier que ça fonctionne, donc énergie mgh fois la masse fois h au carré, tu prends la racine. Et donc on voit que dans ces 3 cas, on obtient la même estimation de l'action caractéristique de cette chute. Donc c'est la masse fois racine de g fois h, donc à la puissance 3,5. Et donc, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que je vais avoir besoin de la mécanique classique ou de la mécanique quantique pour traiter la chute d'un objet? On peut se poser la question, donc, pour quelle hauteur h est-ce que je vais avoir besoin de la mécanique quantique? Donc, on va poser a priori cette action de l'ordre de h et on va en extraire la hauteur à partir de laquelle ou pour laquelle eh bien, on va avoir besoin de la mécanique quantique. Donc, on renverse un peu l'égalité, on exprime grand h la hauteur de chute en fonction de h bar la constante de Planck, de g et de la masse. Et donc, si on prend la chute libre d'un homme de 70 kg, on trouve qu'il faut qu'il tombe d'une hauteur de 10 puissance moins 24 mètres pour avoir besoin de la mécanique quantique et observer peut-être des rebonds quantifiés. Alors évidemment, cette distance-là, elle est tout à fait ridicule, elle est plus petite que la taille d'un noyau atomique. Donc, on n'aura pas besoin de la mécanique quantique pour traiter de la chute d'un homme. Bon, on s'en doutait un petit peu, pour une hauteur macroscopique. Alors par contre, c'est ça qui est intéressant, si on prend des particules avec une masse beaucoup plus faible comme le neutron, eh bien, en faisant ce calcul-là, on peut s'apercevoir que pour une hauteur de chute de 7 micromètres, eh bien, on va avoir des rebonds quantifiés. Donc ça veut dire qu'on aura des hauteurs de rebond qui seront quantifiées. Donc ça, voilà un effet tout à fait étonnant qui a d'ailleurs été observé expérimentalement donc à Grenoble, à l'Institut Langevin, en 2002. Donc on a observé des rebonds quantifiés de neutrons. Donc dans ce cadre-là, eh bien, on avait besoin de la mécanique quantique. Voilà, donc on retient 2 critères pour savoir si on aura besoin de la physique quantique ou si on pourra rester dans le cadre de la physique classique. Donc quand l'action d'un problème caractéristique est très grande devant la constante de Planck, on reste en mécanique classique. Quand cette action est de l'ordre de grandeur de la constante de Planck ou de h bar, h sur 2pi, on aura besoin de la mécanique quantique pour traiter ce problème. Et donc on a donné cet exemple de la chute libre pour, encore une fois, pour des objets macroscopiques, dans les expériences de la vie quotidienne, on n'aura pas besoin de la physique quantique. Mais, aussi surprenant que cela soit-il, on peut avoir des rebonds quantifiés pour des particules à l'échelle atomique. Et ça a été observé. Donc voilà, tout ça aussi étonnant que cela paraisse, on peut le vérifier par l'expérience. Voilà, à bientôt.